Eh bien, il est 14 heures. Bonjour tout le monde officiellement et bienvenue à notre visioconférence qui porte sur l'intelligence artificielle dans un projet e-twinning. Je suis Eshki dans le bureau national e-twinning et je serai accompagné donc de deux intervenants, Laurent et Marie-Laure. Je vous laisse vous présenter. Eh bien, Voici bonjour à Marie-Laure. tous. Donc voilà qui nous sommes. Eh bien, nous travaillons tous les deux. Nous sommes collègues à l'atelier Canopée de Nantes. Moi-même, je suis correspondante académique eTwinning. Donc mon prénom c'est Marie-Laure, mon nom de famille Lemaire Crespi, et formatrice à l'atelier Canopée de Nantes. Et je partage mon bureau avec Laurent, à qui je passe la parole pour se présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Laurent Bernard, collègue de Marie-Laure, et moi, je suis formateur numérique à l'atelier Canopée de Nantes. Merci Donc c'est beaucoup. assez, Donc, mhm. pardon. C'est assez naturellement, moi, intervenant sur eTwinning et racontant mes formations des enseignants à eTwinning à Laurent, et Laurent intervenant souvent sur l'IA, que nous nous sommes dit que ça pouvait être intéressant de croiser nos regards et que surtout Laurent apporte un peu des idées d'utilisation de l'IA comme un assistant dans le cadre de projets eTwinning. Voilà un petit peu comment est née cette proposition de webinaire. Et je crois que je t'ai coupé l'herbe sous le pied, si tu veux ajouter quelque Ouais, chose. juste deux informations. Donc, le webinaire est enregistré. Également, vous allez retrouver régulièrement le lien d'émargement pour le formulaire d'émargement qu'on va partager dans le chat. Ça, c'est très important parce que donc à la suite de l'émargement, on pourra ajouter sur votre profil eTwinning que vous avez bien participé bien, à ce webinaire. Donc, et n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. On regarde, on surveille le chat, on va y répondre. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse. Ok, merci HD. Donc, on a prévu 4 temps à ce webinaire. Tout d'abord, échanger avec vous sur les risques et les opportunités liées à l'usage de l'IA à l'école, bien sûr, dans un cadre pédagogique. Ensuite, je rappellerai, mais a priori, vous êtes tous familiers d'eTwinning, je rappellerai en quoi eTwinning, en tant que pédagogie de projet, passe par un certain nombre d'étapes. Et dans un troisième et quatrième temps, on verra comment l'IA peut aider aux activités menées par les élèves, mais également intervenir comme un assistant auprès de l'enseignant dans ces tâches de conception d'activités. Donc, par rapport aux risques et opportunités de l'usage de l'IA, on aimerait échanger avec vous et savoir un petit peu comment vous vous situez. Laurent, je te laisse prendre la parole. Je vous propose 4 profils. Alors, on va être dans la caricature, hein, mais c'est histoire de pouvoir vous placer plus facilement. Donc, il y a le premier profil, on va dire, c'est l'enseignant un petit peu perdu et dépassé par l'intelligence artificielle. Le deuxième profil, c'est plutôt l'enseignant qui a observé, mais qui reste effrayé et en tout cas très méfiant par ses usages dans le contexte de la classe. Le troisième profil, c'est, on va dire, l'utilisateur pragmatique, donc qui bricole, qui fait des choses avec l'IA. Et puis le quatrième profil, on va dire, c'est le profil geek, donc l'enseignant qui a un usage très régulier de l'IA et qui serait très malheureux si ces outils disparaissaient. Donc voilà, 4 profils. Et vis-à-vis de ces 4 profils, en fait, on va vous proposer alors, je ne sais pas si Marie-Laure, tu peux avancer la diapositive. Voilà. On vous propose de mettre juste vos prénoms pour vous situer par rapport à ces 4 profils. En fait, on a un axe horizontal sur les usages. Donc, plus j'utilise les IA génératives, plus je vais placer mon prénom vers la droite. Et puis après, par rapport aux freins éthiques, plus j'ai de freins éthiques, plus je vais placer mon prénom vers le haut. Donc, alors normalement, Marie-Laure, je pense que tu devrais pouvoir activer le petit tableau. Vous allez avoir sur la droite un petit menu sur lequel vous allez avoir la lettre T. Alors Marie-Laure, ton micro est coupé.
Je pense que je peux pas le faire en partage d'écran, donc je vais arrêter le partage et je vais utiliser les diapos. D'accord. Donc vous allez Voilà. placer juste, c'est pour avoir une petite photographie de qui vous êtes. Pardon. Ah, ça a avancé, voilà. Et donc vous allez retrouver sur votre droite de quoi écrire votre prénom. Alors, Je pense que c'est pas visible en fait. non, c'est toujours pas visible. Alors je vais reprendre la Ah, main, Marie-Laure, si tu veux bien. ouais, vas-y. Et non, c'est toujours pas. Ah, bah, on va pas pouvoir utiliser. Bon, c'est pas grave. Je pense que le crayon n'est pas, parce qu'on est plus de 25 apparemment, et vous n'allez pas pouvoir collaborer sur le tableau. Mais c'est pas grave, vous allez utiliser le chat, et puis vous allez nous dire, par rapport à ces 4 profils, simplement en indiquant le numéro, hein, là vous vous sentez. Voilà. Donc, merci aux premières réponses. Donc, on a pas mal de 3. Oui, je confirme, moi aussi, j'ai compté pas mal de 3. De temps en temps, un 2, un 4. Entre 1 et 3, d'accord. Alors, Ah, on a on a un peu plus de 2. un peu plus de 2 maintenant. 2 ou 3, d'accord. Oui, à Bon, alors présent, les 4 se globalement, raréfient. oui. Donc, on est entre 2 et 3. Très bien. Eh bien, merci pour vos réponses. Donc, voilà. Donc, c'était le premier petit sondage. Et puis, on va vous proposer maintenant de nous lister par rapport aux risques. Alors, on va procéder en 2 temps, hein. On va vous demander d'abord de nous lister quelques risques que vous voyez par rapport à l'usage de l'IA dans le contexte de l'éducation. Donc, vous pouvez utiliser le chat et puis nous livrer, nous partager des inquiétudes, des risques que vous percevez avec ces outils-là. Et puis, on fera le même exercice avec les opportunités. Alors, merci Carole d'avoir répondu la première. Donc, la question des données, effectivement, des données personnelles, le respect du RGPD, faire voilà, l'usage de l'outil, l'usage sobre, les données Faire à la personnelles, place plutôt que de s'en servir comme un outil. ouais, risque de production sans réflexion pour les élèves, effectivement, l'usage illégal, le manque de travail des élèves, l'esprit critique, Opportunité la pour fin les des devoirs, fraudeurs. la perte d'agentivité, Le besoin d'avoir des outils numériques à disposition. et encore Pour, l'esprit critique. La perte de temps si c'est mal utilisé, oui, ça c'est la question des sciences cognitives, de l'esprit critique. D'inégalité des accès. Ben, merci pour ces premières réponses. Alors, on va maintenant se poser la question des opportunités. Si au cours de votre enseignement, vous avez eu un usage intéressant de l'IA ou si vous percevez déjà des opportunités, même si vous ne les avez pas développées en classe, hein, mais c'est vraiment de manière très large. Euh, quelles opportunités vous avez identifiées dans ces outils? Alors, on aura peut-être un peu moins de réponses. Alors, la différenciation pédagogique, très bien, Myriam. La conception d'infographies, la création d'applications et d'outils à destination des élèves, la création d'avatars pour e-twinning, le feedback immédiat, des idées originales, la création d'images, de jeux,
la différenciation pédagogique, les posters et les avatars, donc la génération d'images, l'apprentissage par le jeu, la synthèse vocale, des idées d'activités collaboratives. Eh bien, c'est parfait. Merci pour ces contributions et on va pouvoir rebondir dessus, hein, sur chacune d'entre elles. Alors, là, on a dressé un petit tableau, donc ce qu'on a pu percevoir à travers nos formations quand on intervient auprès d'enseignants et d'équipes enseignantes. Donc, dans les forces, on a le gain de productivité, le gain de temps. Quand l'outil, les IA génératives peuvent faire gagner du temps, c'est apprécié par les collègues. L'augmentation, enfin l'aide à la créativité. Donc voilà, on a le syndrome de la page blanche. On peut se lancer avec un modèle de langage pour trouver des idées. La polyvalence des outils, puisqu'on a maintenant des IA qui sont capables de générer des images, du texte. Dans les faiblesses, eh bien, il y a le problème des hallucinations, donc la nécessité de vérifier les productions des IA génératives. Alors ça a été aussi identifié parmi certains d'entre vous, la perte d'expertise du formateur, hein, puisque le risque, c'est que l'enseignant se repose sur l'outil et Ah, oublie un Laurent, moi petit peu. j'ai une coupure de son. Est-ce que c'est spécifique à moi ou est-ce que Non, Non, on je entend pense que bien. Julie, tu as également des coupures on On entend entend bien. bien. On entend bien. Bon. Excusez-moi, Dans ça les vient de moi. opportunités, donc, vous en avez relevé un certain nombre. L'individualisation, donc je pense à des problématiques de public hétérogène, de contenu adapté pour les élèves 10, etc. Tout ce qui relève de l'innovation pédagogique, donc la création de serious games, la possibilité de générer très facilement des médias comme des visuels. Et puis dans les menaces, donc là aussi, ça a été pointé par un certain nombre d'entre vous, la paresse cognitive pour nos élèves. Voilà, les élèves qui vont déléguer aux IA le travail de réflexion, de mémoire et l'effort intellectuel. Les problèmes éthiques et légaux, donc ça, vous avez été nombreux à les relever, les problèmes de RGPD, tout ce qui concerne la confidentialité des données personnelles, la question du plagiat, et puis le risque de déshumanisation, puisque voilà, si nos élèves ne travaillent plus et délèguent leurs travaux aux IA génératives, on risque d'avoir des contenus uniformes et puis de perdre ce lien essentiel dans la classe, le lien social et humain. Alors, on souhaitait rappeler ces risques et puis ces menaces, puisque vous savez qu'il y a maintenant un cadre d'usage de l'IA dans l'éducation. Alors, on ne l'a pas repris, mais vous l'aurez dans le diaporama en cliquant sur la petite icône l'IA en éducation. Alors, on a relevé 3 points essentiels. On va pouvoir utiliser l'IA avec nos élèves à partir seulement de la classe de 4e. On ne peut pas, en tant qu'enseignant, demander à ses élèves de créer des comptes sur des services qui sont commerciaux, donc de créer des comptes personnels. Et puis, l'interdiction, mais ça c'est valable pas simplement pour les IA génératives, mais pour tout ce qui est les usages du numérique, l'interdiction d'exploiter des données personnelles des élèves, puisque les outils en ligne ne garantissent pas cette protection des données. Alors, ces petits rappels, on va pouvoir avancer. Marie-Laure, j'ai plus la main, donc je pense que c'est toi qui l'as. Oui, j'ai repris la main, en effet. C'est logique. Oui, alors donc ce premier point étant fait, nous allons passer à notre deuxième point, qui est un rappel sur eTwinning. Vous êtes sans doute vous-même déjà eTwinner. Si parmi vous certains découvrent eTwinning, sachez que 45 pays font partie du dispositif aujourd'hui. Ça représente un nombre significatif d'enseignants
à savoir que plus de 41 000 projets ont été créés depuis juin 2022. Et l'année dernière, donc sur l'année 2024-2025, il y a eu plus de 1700 projets auxquels ont participé un enseignant français. Vous voyez la répartition par niveau scolaire, vous voyez que le gros de l'effectif, près de la moitié, ça correspond au collège. 16% des projets sont faits en école et 34% au lycée. Donc, en quelques mots, eTwinning, ce sont des projets scolaires d'échange, c'est-à-dire que une classe, votre classe travaille avec la classe de votre partenaire ou les classes de vos partenaires. Et tout ça se passe, ce sont des échanges à distance qui se passent à travers une plateforme, ce qui permet de développer la littératie numérique qui était évoquée par l'un d'entre vous. Donc, comme tout projet, il y a des étapes et c'est l'intérêt de rejoindre ce dispositif, c'est aussi d'être accompagné par des ambassadeurs eTwinning et par des correspondants eTwinning qui proposent des formations eTwinning, c'est d'être accompagné dans cette méthodologie. Donc, avant de commencer le projet avec vos élèves, vous allez avoir toute une phase de conception du projet, de planification, de description des objectifs pédagogiques et des compétences travaillées. Et puis, en amont du projet, vous êtes également invité à recueillir les autorisations parentales. Donc ça, c'est ce qui a lieu en amont. Ça correspond à la partie jaune. En bleu, vous avez ce qui se passe avec les élèves pendant le projet. Donc, classiquement, vous avez des activités brise-glace pour faire connaissance. Ça peut être des jeux sur la base de présentation des élèves et de leurs écoles. Ensuite, vous avez les activités de cœur de projet et la production finale. Et en fait, c'est ça que vous allez mettre en avant dans votre annonce lorsque vous recherchez un partenaire. Vous allez donner une idée de la production finale que vous souhaitez atteindre et sans être encore figé et en laissant la possibilité aux partenaires d'enrichir vos idées, vous allez proposer quelques idées d'activités. Ah, Marie-Laure. On n'a plus ton micro, Marie-Laure. Alors, je crois que vous avez mon micro et vous n'avez plus le partage. Donc, je recommence. Ah, je ne suis plus présentatrice. Voilà, je recommence du coup. Je vois que c'est en train de se charger. Bon, pendant que l'image revient, donc la dernière étape, ça va être l'étape d'évaluation du projet et puis de valorisation, de communication du projet pour faire valoir l'engagement des élèves et votre engagement à vous. Et donc, par rapport à ces étapes, on s'est demandé avec Laurent comment, à quel moment l'IA pouvait être utilisée comme un assistant en cherchant à être conforme au cadre national, donc justement à être vigilant par rapport aux risques que vous avez exprimés. Donc, on a cherché comment utiliser et recourir au juste niveau de technologie au service d'un besoin réel, c'est-à-dire comment on pouvait être sur des problématiques de comment gagner du temps, comment venir en soutien à la créativité, mais ne pas se substituer à l'élève, et comment également ça pouvait être enrichissant pour l'enseignant. Alors, malheureusement, je vois que ça rame toujours au niveau de mon partage d'écran. Ah, voilà, c'est bon. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, on va aborder notre troisième partie
ce cadre étant reposé par rapport à eTwinning. Et du coup, là, l'idée, c'est de se demander, pour vous, enseignants, comment vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider, pour concevoir et peut-être critiquer les activités que vous pensiez proposer aux élèves. Donc, je rappelle que pour trouver des partenaires sur eTwinning, ce qui est vraiment le cœur du problème par lequel on commence souvent sur eTwinning pour le faire en formation, je sais que c'est la préoccupation primordiale. Vous avez deux possibilités, répondre à des annonces de projets ou bien publier votre propre annonce. Donc, pour ça, vous allez sur la plateforme de l'ESEP et vous allez dans l'onglet Connect ou Connecter en français et ensuite Recherche de partenaires ou Partner Search. Donc là, on arrive sur cet écran. Vous avez la possibilité de rechercher des idées de projet. Là, c'est la première hypothèse, c'est-à-dire que vous allez explorer les annonces et répondre. Ou alors, vous avez la possibilité de publier votre post, votre annonce à vous. C'est là que je vous propose un petit temps de pause pour réfléchir à quels sont les ingrédients à mettre dans votre annonce. Donc, le premier ingrédient, ça va être la thématique. Imaginons par exemple, je suis un enseignant de langue, mais qui veut travailler sur la thématique du développement durable. Ensuite, l'ingrédient numéro 2, je dirais que c'est la production finale. Donc là, pour vous prendre un exemple, pourquoi pas un podcast sur les métiers liés au développement durable. Ensuite, l'ingrédient numéro 3, je dirais que ce sont les activités. Alors, vous n'allez pas avoir une liste d'activités finie et figée, parce que le projet, il faut le concevoir avec votre partenaire, mais vous pouvez avoir quelques idées. Par exemple, moi, j'ai envie que mes élèves rencontrent des professionnels et les interviewent. Vous pouvez avoir envie de faire un travail sur l'écriture ou le fait de débusquer des fausses news. Vous allez mettre ça dans votre annonce. Et puis, quatrième ingrédient, je dirais, qui suis-je et qui sont mes élèves? Donc, je suis un professeur j'enseigne dans une zone plutôt rurale, mes élèves ont tel âge, j'ai tant d'élèves, je les ai une fois par semaine, 3 fois par semaine, etc. Ça, c'est la base. Mais je pense qu'on peut ajouter des petits ingrédients qui vont fertiliser l'annonce. Donc, la langue du projet, la langue de communication des élèves. Souvent, on se dit qu'on peut utiliser les langues maternelles plus une langue de communication. La durée du projet, l'investissement en temps que vous êtes prêt à y consacrer. Et puis, votre objectif, ça peut être assez factuel. Je veux faire un projet hybride, donc avec une mobilité, ou je veux faire uniquement un projet e-twinning dans l'idée de, dans le futur, trouver des lycées pour accueillir mes élèves en stage professionnel, par exemple. Donc, voici les ingrédients. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que, en fait, Laurent m'a demandé qu'est-ce qu'il faut mettre dans une annonce. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Voilà, alors en fait l'idée c'était à partir de cette annonce-là, de voir comment l'IA pouvait nous aider à rédiger, à formuler un projet. Et donc on vous propose une méthode qui est assez populaire pour prompter, donc écrire des prompts de manière efficace sur une IA générative. Donc c'est la méthode dite actif. Donc on a 5 lettres à retenir. L'idée, c'est de préciser quand vous promptez, au lieu de formuler naturellement sa demande, c'est de la structurer en explicitant certains champs. Donc A pour action, donc c'est la requête que vous allez faire, vous souhaitez obtenir un résultat. Et c'est d'ajouter à cette requête un contexte, donc bien préciser le contexte. On peut éventuellement préciser la tonalité, quel ton on cherche à voir sur la réponse. Et puis ce qui est très important, c'est l'identité. Il ne faut pas hésiter à donner une identité aux IA génératives. Donc on peut lui dire tu es spécialiste en histoire, en pédagogie, etc. Et puis on peut maintenant préciser le format, puisqu'on a des IA génératives qui sont capables de vous donner un résultat sous forme de tableau, sous forme d'un document Word, etc. Donc ce formulaire, alors je vais prendre la main et je vais vous montrer concrètement comment on peut l'utiliser.
Donc, je vais partager mon écran. Marie-Laure, peut-être que tu vas pouvoir me dire si l'écran est bien partagé. Oui, Oui, Voilà. c'est Donc, bon. on vous donnera, vous avez deux liens, hein, vous allez retrouver dans le diaporama. Il y a un premier lien, c'est un formulaire, alors tout simple, hein, donc formulaire actif. Donc, on va pouvoir préciser ici, donner un rôle. Donc, tu es par exemple professeur de français, ou on peut tout simplement renseigner manuellement ce champ-là. On va pouvoir préciser le contexte. Donc, vous intervenez par exemple avec des élèves de collège, et puis l'action, donc là vous précisez votre demande, et puis dans la tonalité, eh bien, on a des IA qui sont assez performantes aujourd'hui pour prendre un ton enthousiaste, académique, enfin voilà. Et puis le format, on peut préciser le format. Alors à chaque fois, ce sont des aides hein, pour. L'idée, c'est de structurer son prompt, et quand on l'a validé, on va pouvoir le copier et directement le coller dans les grands modèles de langage grand public, hein, donc que ce soit le chat de Mistral ou ChatGPT. Donc ça, c'est le formulaire, on va dire, passe-partout, qui a été imaginé par un collègue de l'atelier Canopée de Nantes. Et puis, on a affiné ce formulaire. Donc, c'est le deuxième formulaire qui est un peu plus, il y a un peu plus de possibilités. Donc, on va retrouver les 5 lettres, donc l'identité qu'on souhaite donner à l'IA, avec des champs pour vous aider à consulter votre requête. Donc voilà, on peut préciser un certain nombre d'actions. Et on s'est amusé donc à partir de ce que vient de nous lister Marie-Laure, d'imaginer un prompt pour nous aider à formuler une annonce sur un projet Twinning. Alors, quand vous irez sur ce formulaire-là, vous le retrouverez, vous avez des exemples de prompts, et puis on l'a appelé ambassadeur eTwinning tout simplement. Donc je vais le charger. Et puis vous allez voir, en fait, on a un certain nombre. Alors, on donne une identité à l'IA, hein, donc on lui dit tu dois agir comme un ambassadeur eTwinning qui aide des enseignants à rédiger des annonces de projets. La qualité des annonces de projets est très importante pour trouver des partenaires. Et puis on a listé ici un certain nombre de renseignements que vous retrouvez sur le site eTwinning, notamment tout ce qui tout ce qui concerne les supports qui peuvent être réalisés au cours de projets, donc que ce soit des podcasts, des expositions, des infographies virtuelles, etc. Donc l'idée, en fait, alors c'est un prompt qu'on peut compléter, qu'on peut reformuler, hein, c'est vraiment un formulaire d'aide. L'idée, c'est que quand on va le lancer, par exemple, sur Mistral, donc je vais cliquer directement sur Mistral, eh bien, ça va copier le prompt, et puis vous allez pouvoir comme ça enchaîner un dialogue. Alors, quand vous allez copier le prompt, hein, il ne va pas vous donner un projet tout fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se lancer dans une phase de brainstorming. Et donc là, vous allez avoir un certain nombre de questions. Donc, il va vous préciser quel est le thème de votre projet, quelles langues sont utilisées pour la collaboration, quel âge ont vos élèves, combien de temps, etc. Et puis, il va vous poser une thématique. Et puis, comme ça, il va vous donner des exemples. Alors, ça marche assez bien. Je l'avais fait, par exemple, sur ChatGPT, hein, donc c'est exactement la même chose. Donc, il faut répondre à la question. Souvent, ces modèles-là sont capables de vous dire, alors là, je n'avais pas donné de thème précis, donc il me propose comme ça 4 idées d'annonces e-twinning complètes pour l'inspiration. Et puis, c'est à vous de préciser votre demande. Donc là, je lui dis, voilà, j'ai des élèves de troisième, j'enseigne la musique, je veux collaborer en allemand sur le thème du rap. Il va vous proposer des idées d'annonce. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas hésiter à lui demander non pas une annonce, mais 3 propositions. Quand vous avez défini une thématique, c'est de lui demander 4-5 idées de projet, hein. Et donc, à partir de là, vous puissiez petit à petit faire ce travail, une espèce de maïeutique où on fait accoucher petit à petit les idées. Et puis, il peut vous aider aussi à formuler. Alors, dans le dialogue, hein, il me demande si je veux une version plus accrocheuse pour mon annonce.
un titre plus percutant. Donc voilà, on va pouvoir affiner ses besoins et puis regarder ce que nous peuvent proposer ces modèles de langage, faire son choix. Donc là, et puis faire tout ce que Est-ce que tu souffle. peux zoomer peut-être sur ton écran, Oui, Laurent? Comme ça, on verra les propositions. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il propose aussi de reformuler pour un partenaire débutant. oui. Alors je remonte un moment. En fait, à chaque fois, on vous relance un certain nombre de suggestions, hein. Donc, c'est à vous d'affiner votre demande pour petit à petit arriver prompt par prompt à des idées plus précises. De lui demander, par exemple, sur une annonce, de la traduire en allemand, par exemple. Et puis, vous pouvez aujourd'hui, hein, vous savez que les IA génératives sont capables de générer des images. Donc, ça peut être aussi intéressant de lui dire, bah, dessine-moi un visuel pour illustrer ce projet. Donc là, il s'agissait d'un projet de rap avec des Allemands. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces outils. Ça peut vous aider à structurer votre annonce et puis à trouver des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, Donc, par exemple, pour là, tu peux nous lire l'idée qui était proposée pour un projet, l'idée qui était supposée être adaptée pour un e-twinner débutant et accrocheuse. Voilà, un projet simple, créatif et motivant. donc un Donc, projet, voilà. je Ouais. lis des élèves. Donc, ça s'appelle Let's Rap in German, c'est ça? Voilà. Je cherche des partenaires pour un projet musical autour du rap en allemand, facile à mettre en place et très motivant. Donc, l'idée, c'est des élèves de différents pays écrivent des petits couplets de rap en allemand sur leur vie, leurs rêves ou l'école, puis on assemble tout en un clip commun. Ok, donc le public, la langue, le temps nécessaire. La production finale, ce sera un clip de rap international. Chaque école enregistre une petite partie et ensuite il y a un montage qui est fait pour obtenir une chanson commune. Ok, donc en effet, on voit qu'on a une idée simple, de la créativité et sans doute de la motivation au niveau des élèves. Voilà. Très bien, ok, voilà un exemple. Et donc pour ça, tu avais dans le prompt, au-delà de ce que tu nous as montré, tu avais injecté des infos que tu avais prises sur le site Non, etwinning.fr. oui, voilà, hein, donc on retrouve toutes ces informations. Donc Marie-Laure m'avait dit ce qu'elle vient de faire dans la slide précédente, hein, préciser le thème, les langues utilisées pour collaborer sur le projet, l'âge des élèves concernés, le volume horaire par semaine consacré au projet, la production finale, et puis ensuite la liste de toutes les exemples de production adaptés suivant les niveaux scolaires, que ce soit en support numérique interactif, en outils de présentation visuelle, en publication collaborative, en Donc tout jeu ça, et en fait, quiz. c'est des informations que Laurent a trouvées sur le site etwinning.fr Voilà, qui donc propose des idées d'activités, en fait. Ça montre toute la recherche qu'il peut y avoir derrière un prompt et qui montre que si les élèves veulent eux-mêmes rédiger des prompts efficaces, ils vont avoir toutes ces recherches à faire derrière. voilà. Donc ces prompts, en fait, quand vous utilisez ce formulaire, vous pouvez le copier pour le coller dans votre modèle de langage préféré. Vous pouvez aussi l'enregistrer. Il est vraiment enregistré en local, hein, sur votre ordinateur. Et vous les retrouvez ici. Vous lui donnez un titre, voilà, ce qui vous permet de le reprendre, de le retravailler. Et puis vous avez des liens pour le lancer directement sur Mistral ou dans d'autres services comme Dakai, Perplexity, etc. Alors, ce sont des liens à copier. Là, on est obligé de faire le copier-coller. Là, les premiers liens, il est possible de le copier directement. Donc, ça lance la page Mistral et puis ça copie directement le prompt. Là, il faut le faire en 2 étapes. Ce sont juste des liens et c'est à vous de faire le copier-coller puisqu'il n'y a pas de possibilité de copier directement dans la page.
Alors, vous avez un lien vers Comparia. Pour ceux qui ne connaissent pas Comparia, hein, c'est un site mis en place par le gouvernement qui vous permet d'utiliser, donc sans inscription, donc ça c'est vraiment la préconisation en attendant d'avoir une IA dédiée aux enseignants, de passer par ce site du ministère qui vous permet, donc sans créer de compte, d'utiliser un certain nombre d'IA. Donc il faut basculer en mode manuel et puis vous avez accès à différentes IA. Donc on va retrouver les modèles américains, chinois, français, enfin européens. Donc vous choisissez votre modèle, vous pouvez en choisir plusieurs et puis vous allez pouvoir utiliser votre prompt avec toutes les limitations. On n'aura pas, là, vous n'avez pas le petit plus ou le petit trombone pour donner des documents. Ça aussi, ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas hésiter à utiliser quand vous cherchez à faire un tuning. Vous avez peut-être des documents, un certain nombre d'idées. Si vous avez ces documents au format PDF, au format DocX, n'hésitez pas à utiliser ce prompt en ajoutant, pour augmenter le contexte, hein, en enrichissant votre demande de documents pertinents pour votre projet. Voilà pour un premier usage des IA génératives. Et je pense que je peux continuer, Marie-Laure, hein, sur la présentation, ou tu avais un Oui, tout à point fait. à préciser? Non, non, tu peux continuer Je à peux dérouler les continuer. slides. Voilà, ça c'était une première proposition pour comment utiliser l'IA du côté enseignant. Et ensuite, comme on vous l'a annoncé, on s'était dit que c'était intéressant sans doute et que ça correspondait à vos questions, d'aborder la question de comment utiliser l'IA comme une aide du côté des élèves. Voilà. Alors là, on est plus sur le projet. Alors, je suis parti d'une idée d'un projet avec l'utilisation du logiciel BDNF. Alors, BDNF, c'est un logiciel libre et gratuit qui permet de créer très facilement des bandes dessinées. Donc, ça permet de simplifier cette création de bandes dessinées qui peut être assez complexe sur ordinateur quand on a peu de temps avec des élèves. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne sur tablette, sur PC, que ce soit un Mac ou sous Windows. Donc c'est un logiciel assez populaire, justement parce qu'il simplifie la création de planches de BD. Et c'est un projet que j'avais mené avec des élèves de lycée professionnel qui devaient réaliser une bande dessinée sur le harcèlement. Et très vite, on s'est aperçu que le logiciel était super, qu'il permettait de faire rapidement les choses, mais que la bibliothèque d'images ne correspondait pas forcément au projet envisagé. Typiquement, vous avez dans cette banque d'images pour faire votre bande dessinée, vous avez un garçon et une fille avec différentes expressions, mais vous n'avez pas d'autres personnages. Et la deuxième problématique, c'est qu'on avait des élèves qui, pour combler cette bibliothèque, allaient sur Internet et utilisaient des images qui n'étaient pas forcément libres de droit. En tout cas, c'était compliqué pour l'enseignant de vérifier si les images étaient libres de droit ou pas. Donc l'idée, c'était d'utiliser les IA génératives, puisqu'elles savent générer des images, pour pouvoir générer des caractères assez facilement et pouvoir faire ces bandes dessinées. Alors, il y a un usage qui marche assez bien. Par exemple, on va demander aux élèves dans un premier temps d'imaginer les personnages de leur bande dessinée. Alors après, ce que raconte l'histoire, ça peut être l'histoire de sa ville, de son établissement, ça peut être autre chose, hein. Donc là, ça laisse plein de possibilités. Mais on a besoin d'un certain nombre d'un jeu de personnages. Donc, on fait travailler les élèves sur des sites en ligne qui permettent de créer assez facilement des avatars. Voilà, on peut choisir le sexe, on peut choisir le type de visage, le type de nez, les yeux, etc. Donc, on crée un premier personnage. Et l'idée ensuite, c'est de demander à l'IA de nous refaire ce personnage pour différentes expressions, différentes postures. Et ça marche assez bien. Alors, j'ai pris le personnage et puis le prompt, il est basique, hein, mais c'est dessine une planche avec 9 expressions de ce personnage. Donc joyeux, serein, mal à l'aise, etc. Donc on a une première planche avec différentes expressions. Et puis ensuite, je lui ai demandé de redessiner la planche
de manière à avoir le corps entier du personnage. Et donc, on va retrouver mon personnage avec différentes expressions. Alors, ça marche très bien sur Gemini, hein, qui est un moteur d'image très performant. On obtient son jeu de personnages. Alors, vous pouvez le faire également avec d'autres. Je dois avoir... Alors, si vous le faites avec le chat, vous aurez sans doute plus de difficultés. Alors, je vais essayer de montrer. Puisque le chat, en fait, pour le même prompt, hein, alors il ne vous génère pas une image, mais il va en générer 4 à la suite. Donc, point de vue écologique, c'est pas très satisfaisant. Et puis, on n'a pas forcément le respect du nombre de personnages. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter aussi, eh bien, à utiliser la diversité des IA accessibles gratuitement pour voir celles qui sont les plus pertinentes. Pour les images, sur les essais qu'on a fait, hein, Gemini s'en sortait très bien puisqu'il générait à chaque fois une seule image et était fidèle à mon personnage de départ. Alors, une fois qu'on a ce jeu d'images, l'idée, c'était d'utiliser une suite d'outils. Donc, je vais vous donner cette suite d'outils dans le chat. Donc, vous avez donc le logiciel BDNF, qui est très simple d'utilisation, et puis une suite d'outils. Voilà, je l'ai mis dans le chat. Alors, de manière très rapide, une fois qu'on a sa petite planche, on récupère l'image, et puis vous avez un premier outil où on va reprendre son image. Et ce qui est bien dans BDNF, c'est d'avoir des images sur un fond transparent. Donc, il y a un premier outil qui va tout simplement vous permettre de choisir une couleur. Donc, on va choisir la couleur du fond pour pouvoir l'effacer. Bon, on peut faire ça avec un logiciel de dessin comme Paint, hein, mais là, l'outil est vraiment adapté. Il enlève la couleur, on récupère l'image, donc on a un fond transparent. Et puis, on a un deuxième outil, toujours des outils libres et gratuits, hein, où on va récupérer l'image et on va pouvoir la découper. Donc, on donne le nombre de lignes et colonnes, on peut ajuster, hein. On sélectionne ce qu'on veut garder. Et puis, on va pouvoir télécharger le fichier zip compressé qui comportera ici 8 vignettes. Donc, on récupère ce jeu de vignettes. Et sur un troisième outil, on va pouvoir les déposer. Alors, c'est un outil qui permet de faire un petit montage. Donc là, je vais glisser, déposer mes images. Alors, il faut que je les retrouve. Donc, elles sont dans les téléchargements. Hop. Voilà, je les reprends et je les dépose. Donc, voilà. Et l'outil comporte un export au format BDNF. Donc, un corpus d'images au format BDNF. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais l'appeler personnage. Je vais l'appeler Jean. Voilà, donc j'ai encore un second fichier au format BDNF. Je vais pouvoir lancer, les élèves vont pouvoir lancer BDNF. Donc le logiciel, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir, il est très simple à mettre en œuvre en classe. Il est portable, hein, donc vous pouvez l'installer sur une clé USB si vous ne pouvez pas l'installer sur les ordinateurs dans votre établissement. Et puis, quand vous créez une bande dessinée, il faut lui donner un nom. Et alors vous avez des supports pédagogiques, hein, sur la bande dessinée, les différents formats de bande dessinée. Alors pour faire au plus simple, je vais prendre le format Yonkoma, qui est un format japonais avec une mise en page très simple. Il est constitué de 4 cases. Et donc là, vous avez un jeu par défaut d'images, de fond. Donc on va retrouver l'univers de la classe, etc. Donc on a un certain nombre d'images. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir utiliser mes propres personnages. Donc, vous voyez, on retrouve ici le garçon et la fille, mais on n'a pas d'autres personnages. Donc, je vais ajouter un corpus et je vais chercher ce que je viens de créer, Jean, et ça va apporter mes images.
Donc, je vais retrouver ici mes images dans la bande dessinée. Alors, je l'avais fait aussi avec j'ai besoin d'un professeur un peu foufou. Donc, l'idée, c'est les élèves vont pouvoir se constituer un petit corpus et puis très facilement construire les, les différentes cases en mettant leurs personnages. Et puis d'ajouter les bulles, et puis de raconter l'histoire, voilà, avec toute une série de personnages. L'idée ici, c'est d'utiliser l'IA pour gagner du temps sur ce travail avec nos élèves. On ne pouvait pas leur laisser le temps de dessiner. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de construire l'histoire ici, pour le cas précis, c'était sur le harcèlement, mais on ne pouvait pas se permettre on n'avait pas le temps. Donc de construire un jeu de personnages assez rapidement, avec différentes postures, et ensuite de consacrer tout le temps sur le travail d'écriture sur l'histoire. Donc voilà un premier exemple où l'IA, avec tous ces outils, va me permettre de gagner beaucoup de temps et d'avoir un jeu d'images original. Le second exemple. Laurent, oui, peut-être avant d'aller plus loin, il y avait une question de Valérie dans la discussion. Est-ce qu'on peut collaborer sur BDNF? Et si tu veux, moi, je peux compléter sur l'aspect sur comment on collabore sur eTwinning. Mais en tout cas, est-ce que tu veux déjà répondre au niveau de BDNF? Alors, sur BDNF, en fait, quand vous lancez le logiciel, on est tout seul, on travaille seul, hein, mais si on veut collaborer, on peut exporter. Ici, il y a une petite manipulation qui est expliquée sur le site, et j'ai créé un petit outil aussi qui permet de faire ça de manière automatique, mais c'est expliqué sur BDNF. Il faut aller chercher dans le répertoire où se trouve le logiciel. En fait, vous allez retrouver tous vos fichiers, tous les fichiers sources pour votre bande dessinée. Et l'idée, c'est de les copier et de les coller sur le poste d'un second élève qui va pouvoir les récupérer. Mais on ne peut pas collaborer de manière interactive. On peut récupérer le travail des autres. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait par cet échange de fichiers. Mais on ne peut pas, hélas, travailler sur 10 postes en même temps sur la même bande dessinée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt prendre des binômes d'élèves qui vont travailler sur une planche. Alors, je vais montrer, je ne sais pas si j'en ai. Ils vont travailler sur une planche d'une bande dessinée, et puis ensuite, l'enseignant ou un élève va assembler l'ensemble des planches, hein. Et puis, quand vous allez exporter votre planche, vous allez pouvoir l'exporter au format PDF et aussi au format vidéo. Vous allez avoir une vidéo interactive. Cette vidéo, en fait, va balayer case par case la bande dessinée, sur lequel on peut ajouter une voix ou de la musique, ce que vous voulez, hein, mais les possibilités d'export, c'est pas simplement une image statique, ça peut être aussi un format vidéo. Donc, pour répondre concrètement à la question, c'est possible, ça sera asynchrone. On répartit le travail sur différentes planches et on peut récupérer sur un poste, on va dire un poste maître, l'ensemble des planches pour n'avoir qu'une seule bande dessinée. Mais par contre, si en utilisant, et ça tout l'intérêt d'utiliser cet export au format BDNF, puisque quand vous allez dans la galerie, vous allez pouvoir donc ajouter un corpus, et ce corpus-là, il va être commun à la classe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les élèves vont pouvoir retrouver les protagonistes de la bande dessinée, les décors, etc. Donc, ce qui est beaucoup plus simple que de le faire manuellement, image par image. Un corpus, c'est un ensemble d'images compatibles au format BDNF, packagé dans un seul, et donc qui permet en un seul clic, de récupérer son jeu de personnages. Regardez Oui, en la fait, programmation. Ouais, juste pour finir sur cet aspect-là, Canopé fait des webinaires sur l'utilisation de cet outil de la Bibliothèque nationale de France, hein, BDNF, où on précise toutes ces manipulations, et puis on vous fait une prise en main du logiciel, mais
on va dire en 10-15 minutes, les élèves ont compris le fonctionnement, il est très intuitif, c'est du glisser-déposer. En fait, le gros travail, c'est plutôt le travail d'écriture du scénario, de correction des bulles. On a souvent des fautes d'orthographe, mais la prise en main technique, elle est très aisée sur ce logiciel. Oui, Valérie, c'est une très bonne question et c'est là qu'est la partie la plus, la plus complexe, je pense, des projets e-twinning, c'est d'organiser la collaboration. Souvent en formation, on explique que on est, selon les activités, on est dans de l'interactivité, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons un projet, Laurent disait sur le harcèlement, mais ça peut être sur l'usage du téléphone, du smartphone. On va avoir les élèves, par exemple, de la classe A qui vont envoyer des idées d'usage par rapport à leurs usages, à des choses qu'ils ont vécues. Et les élèves de la classe B vont ou jouer la scénette ou la re-raconter sous forme de BD. Là, on est dans l'interaction en fait. Les élèves A envoient une production et les élèves B, à partir de ça, réalisent une nouvelle production. Ou alors, on va être dans de la collaboration, c'est-à-dire qu'on va faire des équipes et on va faire une production commune et chaque équipe va contribuer à la production finale. Donc, par exemple, on peut se dire qu'on va raconter une histoire et il y aura un personnage qui apparaîtra dans tous les chapitres. Et moi, je suis dans une équipe avec HD et je dois raconter le premier chapitre de cette histoire. Et ben, l'enseignant va pouvoir me donner un rôle. Moi, je vais être, par exemple, celle qui va devoir imaginer les personnages, donc écrire le prompt. Et puis, HD, lui, c'est lui qui, dans BDNF, va organiser, va concevoir les petites vignettes. Voilà, donc là, vous pouvez, c'est comme ça que vous pouvez aborder la collaboration aussi sur eTwinning. Voilà, je voulais juste apporter cet éclairage sous l'angle eTwinning. Alors, un autre projet, c'est l'utilisation c'est la fabrication de jeux. Alors, c'est un projet qu'on avait accompagné pour des enseignants pour des classes de FLE. Donc, c'était des Malaisiens et ils avaient besoin de construire un jeu de cartes. Et donc, c'était un jeu de cartes pour faire travailler en langue française les métiers. Et donc, ce jeu de cartes alors, ça s'appelait Qui suis-je? Et donc, on avait des devinettes avec une illustration pour générer ces cartes. Et là, là aussi, c'est des choses que savent faire les enseignants, il n'y a pas de souci, mais l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour gagner du temps. Et donc, on va reprendre ce prompt, le prompt modèle actif, en précisant l'action, le contexte, tonalité, l'identité, le format. Et donc là, on avait donc ce prompt-là, tu dois agir comme un professeur de FLE, donc on précise l'identité, le contexte, etc. Et donc on avait une réponse qui permettait comme ça d'obtenir un tableau avec 50 entrées. Donc dans la première entrée, les métiers, dans le second entrée, les devinettes, et puis un prompt en anglais. Alors pourquoi en anglais? Parce que les enseignants voulaient un prompt en anglais parce que les générateurs d'images fonctionnent mieux quand le prompt est en anglais. En fait, tous les générateurs d'images pour les IA génératives travaillent en anglais puisque les données sont étiquetées en anglais. Et donc même quand vous décrivez une image en français, derrière, elle est retraduite en anglais. Aujourd'hui, ça n'a pas trop d'importance. L'idée, c'était de gagner du temps pour pouvoir créer ce jeu de cartes assez rapidement, et puis ensuite, les enseignants ont pu découper. Alors, l'idée sur un projet e-twinning, donc, je vais utiliser un prompt en précisant, par exemple ici, tu dois agir comme un professeur d'histoire des sciences, tu enseignes pour des élèves de collège. Ton objectif est d'illustrer un jeu de cartes pour faire découvrir les différentes chercheuses européennes qui ont marqué les sciences. Et puis là, on va préciser dans le format, on veut un jeu de 30, 40, 50 chercheuses. Donc dans la première colonne, on va demander le nom de la chercheuse. Dans la seconde colonne, une devinette pour faire deviner le nom de la chercheuse. Et dans la troisième colonne, on va mettre un prompt pour pouvoir générer l'image. Donc ça, les IA génératives sont capables de le faire. Donc on a une liste de noms assez rapidement. Ça fonctionne assez bien. Et donc,
le travail, c'était de demander aux élèves d'en retenir un certain nombre et puis de retravailler ces propositions proposées par l'IA. Et surtout, de faire déjà un premier travail de fact-checking parce qu'on va vous donner des dates, date de naissance, etc. Donc, le travail, c'est faire ce travail. On va vérifier dans Wikipédia ou d'autres sites la véracité des informations. Ça, c'est important. Et puis ensuite, retravailler, vous allez voir, par exemple, si vous demandez, parce qu'on pourrait se dire, on pourrait tout déléguer à l'IA, en fait, ça ne marchera pas. Si vous demandez de générer la carte alors j'avais demandé la carte, je ne sais plus de quelle, Gemini, par exemple, refuse de faire quand vous lui demandez le nom, je lui avais demandé de me faire une carte pour représenter Lise Meitner, il a refusé parce que c'était une personnalité et donc il refuse de générer des images de personnalité. Donc l'idée en fait c'est de travailler, de faire travailler les élèves sur comment représenter une Marie Curie, une Ada Lovelace. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce visuel? Donc un travail d'écriture sur est-ce que je veux faire apparaître une chercheuse, qu'est-ce que je mets en image de fond, un tableau, un laboratoire de chimie, quels objets pourraient donner des indices sur l'époque. Donc il y a tout un travail d'écriture qui va être important pour pouvoir arriver à la fin à trouver quelque chose où on va être dans un univers, par exemple celui de la bande dessinée. Donc alors c'est ce qui est fait un peu plus bas, je crois. Voilà, à partir d'un prompt, on va dire qu'est-ce qu'on souhaite avoir en image de front, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant pour représenter cette scientifique. Et donc l'idée, c'était de faire collaborer les différents établissements sur une langue précise, sur des femmes scientifiques en Europe qui ont contribué à l'histoire des sciences, et puis ensuite d'utiliser un outil où tout ce travail-là de fact-checking, de recherche, d'illustration, etc., puisse servir à faire un jeu de cartes avec un outil. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que les différents outils que je vous ai présentés, que ce soit l'outil pour enlever la couleur, découper l'image ou transformer ça en fichier BDNF, ou comme celui de cartes, sont des outils qui ont été générés en vibe coding, c'est-à-dire qui ont été codés sans code informatique, juste à partir d'un prompt. Et ça, les IA génératifs peuvent vous faire ce type d'application. Si vous êtes, disons, identifié précisément les besoins dont vous avez, par exemple, je souhaite faire une interface pour faire un jeu de cartes, on a des outils aujourd'hui qui permettent à des enseignants non codeurs de générer ces outils. Et tous ces outils, vous les retrouvez sur La Forge, qui est un site communautaire dédié pour l'éducation nationale, où des enseignants peuvent partager des outils qu'ils bricolent dans leur coin. Et il y a beaucoup d'outils comme ça, on trouve beaucoup d'outils de génération de cartes. Alors là, j'en ai pris un, mais il en existe beaucoup sur La Forge. Donc des outils libres et gratuits qui se lancent juste dans un navigateur, avec aucun échange de données avec l'extérieur. Et donc là, c'était l'idée d'avoir un outil, de repérer l'outil qui permettrait d'intégrer ces cartes. Et donc là, on va pouvoir, alors je vais le faire rapidement, mais l'idée, vous allez reprendre vos cartes. Alors je vais reprendre mon personnage, ça sera peut-être plus simple. Il va vous mettre vos cartes, vous allez pouvoir mettre votre texte pour chaque carte. Alors là, si je voulais bien faire, j'irais plutôt chercher l'image de ma scientifique. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Et puis là, je mettrai la devinette pour faire deviner cette scientifique. Je pourrais m'aider de l'IA pour faire cette devinette comme je l'ai fait tout à l'heure, pour la traduire aussi. Et puis, on va pouvoir... alors, vous avez tout un tas de possibilités de personnalisation de la carte, si vous voulez changer la couleur des bords, etc. Là, c'est pas le plus intéressant pour aujourd'hui, ou la police du texte, mais c'est surtout ne pas perdre de temps dans tous ces aspects techniques, puisque vous allez pouvoir directement obtenir votre jeu de cartes au format PDF, et puis ensuite, vous allez pouvoir découper vos cartes. Alors, je n'ai pas précisé, mais l'outil permet aussi d'ajouter une image pour le fond de carte.
Bon, je vais prendre celle-là. Voilà, j'ai pris le logo eTwinning, hein, mais quand vous allez pouvoir avoir, en fait, vous allez faire une impression recto verso sur l'imprimante de votre établissement, et puis normalement, vous allez avoir le recto et le verso des cartes. Voilà. Donc des outils qui ont été générés avec des IA génératives, hein, très pratiques, et puis tout ce travail de recherche, on va pouvoir utiliser les IA pour avoir un matériel de base et aller assez rapidement vers ce jeu de cartes. Alors, on peut décliner ce jeu de cartes de différentes façons, hein. Ça peut être un jeu de dossier de famille. Vous pouvez demander aussi à l'IA, si vous êtes à court d'idées sur un jeu, eh ben, d'imaginer un jeu de cartes avec des règles spécifiques, hein, un nouveau jeu. Ça fonctionne assez bien. Et puis, bah, l'outil va être là pour supporter le développement d'idées, le brainstorming, la recherche de visuels. Il y a des outils qui sont très publicités par les enseignants. Je pense à Canva pour faire des affiches. Voilà. Et puis, toutes les possibilités aussi. On aurait pu aller un peu plus loin, mais on aurait pu aussi générer de l'audio. Je sais qu'il y a des enseignants qui utilisent l'IA pour faire des fonds sonores. Donc, en fait, souvent aussi, c'est un moyen assez pratique pour la question des droits à l'image, puisque quand vous générez une image avec une IA, il n'y a pas de droit d'auteur, hein. Tout ce qui est généré par une machine n'est pas droit d'auteur, et donc ça vous donne l'assurance de pouvoir utiliser du matériel qu'on n'a pas toujours. Nous, sur les projets encadrés avec des élèves sur BDNF, avec toutes les précautions, les avertissements qu'on donne aux élèves, on a souvent des élèves qui vont chercher des images sur Internet, des fonds d'écran, enfin des choses où on n'est pas certain d'avoir que ce soit des images vraiment libres de droit. Je regarde, il est 15h, Marie-Laure. Est-ce qu'il y a déjà une première série de questions par rapport à ce deux types d'activités? Juste, il y avait une question par rapport à la forge que tu as citée. Donc, Oui, le nom n'est pas connu pour tout un chacun. d'accord. Du coup, j'ai mis dans la discussion le lien vers une cartographie des projets libres de la forge qui a l'air d'émaner du ministère de l'Éducation. Mais est-ce que c'est le bon lien ou comment y accède-t-on? Alors, si vous êtes enseignant, hein, pour l'éducation nationale, on a une mire qui permet d'accéder aux outils. Donc, oh mince, je me connecte sur la mauvaise page, pardon. Donc, c'est apps.education.fr, hein, c'est la page qui permet d'accéder à l'ensemble des outils. Alors, donc, vous allez vous identifier avec votre identité académique, hein, votre adresse académique, et vous avez accès à tout un nombre de services assez conséquent aujourd'hui qui vous permettent de partager des fichiers, d'héberger de la vidéo, et vous avez accès donc à la forge, la forge des communs numériques, sur laquelle vous allez retrouver beaucoup d'enseignants qui bricolent et partagent leurs applications, et des enseignants qui ne sont pas codeurs, mais justement qui vont pouvoir utiliser la possibilité de l'IA de générer des pages interactives. Et donc, vous pouvez explorer les projets. Alors, typiquement, hein, je cherche un outil pour faire des cartes, par exemple, des cartes à imprimer. Donc, je vais utiliser le moteur de recherche. Et vous avez alors différents. Alors, je vais aller sur le premier, mais donc carte MD, par exemple, qui est un outil. Alors, on a le code. Le code ne vous intéresse pas forcément, mais vous avez des outils. Alors, ils sont plus ou moins intuitifs, hein, mais qui vous permettent comme ça de générer des cartes. Donc là, c'est un outil carte MD où c'est un peu plus technique, mais il ne faut pas hésiter. On commence à avoir de plus en plus d'enseignants. Alors là, par exemple, aujourd'hui, actuellement, dans nos locaux, on a un enseignant professeur de musique qui a développé avec l'IA. Alors, je vais revenir sur le moteur de recherche. Donc, explorer les projets. Il a créé un outil pour faire des cartes, des paysages sonores.
paysage sonore. Hop, non, paysage. Voilà, alors je vais prendre un. Hop, alors je l'ai utilisé, alors paysage sonore, hop, il y a le lien. Alors on va pas regarder le code, on va juste aller sur le lien. Donc c'est une petite application où vous allez pouvoir mettre une image. Alors pour que ce soit plus concret. Alors vous n'avez pas le son, mais l'idée c'est on va pouvoir ajouter des enregistrements. Donc ça peut être des élèves qui parlent, de la musique, et vous allez pouvoir les déposer sur une carte et vous avez un petit point rouge. Et plus on s'approche d'un point qui correspond à un son, plus le son va être fort. Et donc, voilà. C'est un peu compliqué d'expliquer sans son, mais je vais vous montrer une réalisation. Si elle veut bien charger. Alors, visage sonore. Hop, je vais ouvrir un projet. Donc là, c'est c'est pas une vidéo, c'est un fichier image au format GIF. Donc c'est une image animée. Et on va pouvoir mettre des sons, donc ajouter autant de sons qu'on le souhaite, les positionner sur votre carte. Et puis quand vous déplacez le curseur, les sons deviennent plus ou moins importants. Donc on pourrait imaginer un paysage sonore où vous mettez une photo de classe ou la photo d'une ville, et puis on peut explorer comme ça. Et on va demander aux élèves de contribuer à ce paysage sonore en ajoutant des sons. Donc vous les placez où vous voulez, vous pouvez changer leur intensité. Voilà, donc il y a pas mal en termes de production, sur la Forge, vous allez trouver un certain nombre d'outils qui peuvent être intéressants, puisque ce sont des outils libres et gratuits, qui restent dans l'écosystème de l'éducation nationale. Donc là, par rapport à ce que tu montres, j'imagine bien soit une production qui peut être proposée aux élèves en activité brise-glace, à savoir, on peut leur demander de se présenter à travers, par exemple, une valise dans laquelle ils réunissent quelques objets qui parlent d'eux. Et donc, ils pourraient très bien enregistrer un audio ou un bruit voilà, qui correspond, tout en ayant cette photo, ou soit une photo, soit une image animée. Ou bien, je pense à un projet, par exemple, sur la piraterie, on pourrait avoir, ou sur des grands héros, des récits héroïques, on a demandé aux élèves de prolonger le récit. On pourrait se dire que par équipe, une fois qu'ils ont imaginé la suite du récit, eh bien, ils vont choisir, ils vont enrichir comme ça une vidéo avec des sons qui correspondraient à la scène qu'ils ont décrite précédemment en l'écrivant de façon collaborative. Tout l'intérêt, en fait, c'est de vraiment l'aspect technique est souvent compliqué parce que quand vous avez une production numérique, vous devez passer par des sites qui sont externes. C'est de rester dans l'écosystème et d'utiliser des outils simples comme BDNF, qui est un super outil pour faire des bandes dessinées, qui s'installe sur tous les postes. Et de vraiment, on parlait tout à l'heure du problème de l'agentivité de l'élève, eh bien de vraiment laisser le côté créatif en déléguant les parties qui seraient chronophages et qui sont pas forcément pertinentes. Voilà, moi je suis enseignant de sciences, je ne souhaite pas dans ma séance, à la seule heure de la semaine, que les élèves passent du temps à dessiner les personnages dans les différentes postures. Ce qui va m'intéresser moi, c'est peut-être de travailler le scénario, de faire une histoire originale. Je préfère que les élèves travaillent le scénario. Donc moi je l'ai fait avec des élèves, c'était pour illustrer des situations de harcèlement. Les élèves ont vraiment travaillé le scénario et la partie technique, assemblage et puis génération d'images, c'était accessoire. Et j'avais pas besoin je pouvais pas utiliser de photos, donc voilà, on est parti d'avatar et puis
tout ce qui est posture, on a délégué ça à l'IA. On voulait pas passer du temps là-dessus. C'est la même chose, je pense à l'histoire des femmes scientifiques. Là, ce qui va être intéressant, c'est pas tellement, c'est de d'écrire, de prompter, de faire le prompt qui restitue un certain nombre d'indices pour retrouver la scientifique. Donc, c'est-à-dire, il faut regarder quel était son domaine d'étude, à quelle époque, et en fonction de ça, c'est d'écrire précisément, puisque aujourd'hui, quand vous utilisez une IA générative, plus si vous êtes imprécis dans votre image, c'est l'IA qui vous impose son image, mais si vous êtes très précis, vous pouvez préciser le cadre de l'image, si vous voulez un personnage en gros plan, en plan américain, qu'est-ce que vous voulez mettre en fond d'écran. Donc là, ça veut dire qu'il faut être capable de préciser un certain nombre d'éléments, comme on l'a fait pour le prompt. Plus on va être précis, plus on va avoir une image qui va correspondre à ses attentes. Donc c'est ce travail d'écriture pour pouvoir ensuite avoir l'image. On Alors, avait oui, dans la et oui, bonne conversation, idée, les cartes mentales, on a vu. Alors, je vous ai mis un petit annuaire à la fin du diaporama, c'est une liste d'applications. Alors, est-ce que je vais retrouver? Non, elle n'est pas accessible. Ah, voilà. Donc, c'est une petite sélection d'IA générative en fonction du travail qu'on souhaite faire. Donc, je souhaite générer du texte. On va retrouver le chat de Mistral et puis d'autres modèles. À chaque fois, vous avez une petite étoile. Ce sont des sites, alors ils sont tous gratuits, et quand vous avez l'étoile, ce sont des sites qui ne nécessitent pas l'inscription. Et donc, ça, c'est important. Euh, si c'est des sites sur lesquels je peux faire travailler mes élèves. Si je pense par exemple à la génération d'images, vous avez des sites où on n'a pas besoin de créer de compte. Donc voilà. Donc on va retrouver, et donc sur les cartes mentales, on va retrouver des outils de cartes mentales. Alors, je retrouve, est-ce qu'il est situé? Carte mentale, par exemple, Wismicall, il y a des enseignants qui utilisent ça pour. Alors, vous allez voir, ces outils, en fait, souvent, ils demandent de la création d'un compte. Et on va pouvoir comme ça créer une carte mentale. En fait, c'est un outil de carte mentale basique, et sur lequel vous allez pouvoir développer des idées. Et quand vous n'avez plus d'idées, vous avez cette petite icône qui permet de mobiliser une IA générative pour construire des nœuds supplémentaires. Et puis ensuite, c'est vous allez couper les branches qui ne vous intéressent pas, les développer. Et là, c'est l'IA qui va développer. Et donc ça peut être intéressant quand on veut développer un projet avec les élèves. Ça peut être un outil d'animation. On peut partir d'une idée générale, déléguer à l'IA ce travail de chercher des idées, et puis ensemble de décider qu'est-ce qu'on garde, comment on affine, etc. Et donc là, on va utiliser l'IA en arrière-plan pour élargir les champs des possibles. Caroline mentionne également sur Absedu MindMap, Oui, MyClass, pardon. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que c'est une opportunité de former les élèves à l'utilisation de l'IA, de la même façon que quand sur eTwinning, on aborde la question des données personnelles et de la netiquette, pardon, donc de la façon dont on s'exprime sur un réseau social. C'est aussi l'occasion de développer les compétences des élèves par rapport à ces questions-là. Bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, Laurent, donc on peut aller doucement vers la fin de notre présentation. Je crois que je n'ai pas la main, mais je peux la reprendre. je reprends.
pendant que tu reprends la main, Marie-Laure, alors oui, j'aurais pu présenter un. On a souvent quand on accompagne les enseignants dans des projets, tout ce qui concerne la génération d'images. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la Canothèque. On a une programmation sur l'utilisation de l'IA et on a notamment des canothèques, donc ce sont fait des formats courts, hein, d'1 heure, que vous vous inscrivez et vous pouvez suivre comme ça des démonstrations d'usage des IA génératives. Et on en a joué une récemment sur la génération d'images et vous allez en retrouver régulièrement au cours de l'année. Donc pour vous donner les bases, comment prompter pour obtenir de manière efficace une image, pour éviter d'en générer 50 avant d'obtenir la bonne image. En fait, il faut vraiment apprendre à formuler correctement son image. Et Son alors, prompt. je sais pas. Et donc on a un collègue qui a développé un formulaire aussi pour aider à prompter efficacement pour tout ce qui est génération d'images. Alors, il faudrait que je reprenne le partage d'écran, si tu veux bien, Marie-Laure. Oui, bien sûr. Hop. Donc, je partage mon écran. Donc, de Novapeda, on a des générateurs donc, qui Alors permettent de attends, générer. on n'est pas sur la slide. Ah, ok. Enfin, on Alors, est sur la slide qui correspond à la partie 2 de notre présentation. D'accord. J'attends un petit peu, je temporise. Je pense que c'est partagé là, non? Oui. Oui, ok. Donc, on a par exemple un ensemble d'outils, hein, et notamment un outil qui permet de générer des images, voilà, sans inscription. Donc, on va décrire, et puis le collègue a fait un formulaire pour aider à créer des images. Donc, on va pouvoir, par exemple ici, on va décrire ce qu'on souhaite avoir, mais on va pouvoir affiner en précisant quel style on souhaite utiliser. Donc, est-ce que je veux une photo réaliste ou plutôt de type artistique, d'illustration, etc. Préciser l'angle. Est-ce que c'est une image grand angle, etc. La couleur, les couleurs dominantes. Donc, un ensemble de paramètres qui vont permettre d'affiner plus précisément son image. Voilà. Donc, c'est pour pouvoir obtenir les visuels, préciser le format aussi, son format carré, etc. Donc, un certain nombre d'outils qui vont permettre d'obtenir. Alors, je crois que le collègue a fait aussi une page avec l'ensemble des styles. Bon, vous regarderez, hein, mais c'est assez riche. Il y a pas mal d'outils pour créer notamment aussi des chatbots, des agents conversationnels. Donc, ça peut être Justement, intéressant. il y avait une question à propos de chatbot de Virginie dans la conversation. L'IA permet-elle de proposer des conversations en anglais sur des thématiques qu'on définirait en fonction du thème projet en cours de travail dans la classe pour entraînement à la pratique orale de la langue dans le cadre de visio avec d'autres classes à l'étranger sur eTwinning? Alors, je sais pas, moi je pensais chatbot, mais peut-être que je me trompe. Je te laisse on peut faire répondre. chatbot, mais ça peut être aussi intéressant de le faire avec la parole, dans la liste des outils. On avait fait ça avec des stagiaires. Alors, je vais montrer l'outil. Il y a une IA française qui s'appelle QTI, qui permet de discuter. Alors, je la retrouve. QTI. Donc, en fait, donc vous pouvez discuter avec des personnages. Alors, il y a deux façons de travailler. Vous avez des personnages qui, par défaut, parlent en anglais, mais vous allez voir, là, je ne peux pas faire la démonstration parce que ça utilise le microphone, mais il y a un temps de réaction très, très faible. Et vous dialoguez directement, donc sans utiliser le prompt texte, hein. Donc là, on n'a plus besoin de son clavier d'ordinateur.
on va pouvoir discuter directement avec une IA et on va pouvoir la conditionner en lui donnant un certain nombre d'instructions. Donc, on peut lui dire, voilà, tu dois me faire travailler en telle langue. Donc, alors, ça parle en anglais, en français. J'ai pas testé les autres langues, mais en tout cas, ce service-là, il a l'avantage d'être gratuit. Et donc, on va pouvoir lui donner un rôle. Donc, alors, nous, on l'avait fait sur un contexte assez particulier. C'était pour entraîner des enseignants à convaincre des élèves que les maths, ça pouvait être utile dans la vie de tous les jours. Et donc, on choisit sa voie et on avait conditionné le chatbot, donc dans les instructions, dans cette partie-là, pour lui dire, tu es un élève qui déteste les mathématiques, qui ne sait pas à quoi ça sert, etc. Et puis, on lance la conversation et le but du jeu, c'est de s'entraîner, de dialoguer avec une machine, sans clavier, hein, donc, et vous allez voir, le temps de réaction est assez rapide. Et on peut même, alors, vous avez une voix française, c'est celle de Charles de Gaulle, mais on peut uploader, on peut téléverser un échantillon de 10 secondes. Donc ça peut être votre voix, mais une autre voix. Ces 10 secondes vont lui suffire à donner une voix à votre chatbot, quoi. Donc on peut à la fois personnaliser la voix et puis le conditionner pour jouer un rôle. Voilà. Après, il y a beaucoup de... Je sais on a des élèves qui s'entraînent indirectement en mettant une IA sur leur smartphone, ChatGPT, Gemini, et puis ils activent le module voix et puis ils peuvent dialoguer en anglais pour s'entraîner à l'anglais. Donc voilà, il y a des possibilités comme ça de parler. Et puis, pensez aussi également sur toutes les IA, quand vous avez une réponse, vous avez toujours dans la réponse la possibilité de lire à haute voix. Vous pouvez très bien faire vos prompts, choisir une langue, l'allemand par exemple, et puis de lui faire lire à haute voix, ou d'utiliser votre voix pour lui dicter, hein. Je vais travailler mon anglais, donc je vais prompter directement en utilisant le microphone. C'est là qu'on Alors, il rebondit existe avec, sur les chatbots, effectivement, Valérie, il y a Mizou. Pas mal d'enseignants ont utilisé Mizou. Donc, alors Mizou, c'est une plateforme qui proposait la création de chatbots. Et l'inconvénient, ils ont changé un petit peu leur. Avant, l'enseignant, il pouvait créer son personnage. Donc là, par exemple, les élèves, enfin, un enseignant a travaillé pour faire un personnage qui s'appelle Lucie Aubrac et d'alimenter ce chatbot avec des documents sur la ville de Lucie Aubrac. Et donc, de donner suffisamment d'éléments pour que le chatbot se comporte comme Lucie Aubrac. Le seul problème qu'on a eu, c'est que Mizou, maintenant, si vous voulez déposer des documents au format fichier, il faut passer par un abonnement payant. Alors qu'avant, c'était gratuit. On pouvait déposer un fichier PDF, mais maintenant, on n'a plus cette possibilité-là. Il nous reste 6 minutes, Marie-Laure. Je vais arrêter le partage d'écran. On voulait juste vous montrer quelques ressources complémentaires. Donc, tu avais cité la Canothèque. Un peu sur le même format qu'aujourd'hui, j'animerai une conférence avec une collègue spécialiste de l'éducation aux médias, donc sur l'éducation aux médias dans des projets e-twinning. Et puis, comme nous sommes tous les deux situés à Nantes, nous vous avons mis également le lien vers le portail documentaire de Réseau Canopée Bretagne Pays de la Loire, où de façon expérimentale sont mises à disposition de vous, les enseignants, toutes les ressources que nous utilisons pour nos formations. Et vous allez trouver une section e-twinning dans laquelle un certain nombre d'informations vous seront partagées. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et toutes vos réactions. On est évidemment heureux de ces réactions et de cet intérêt. On vous dit à bientôt. Vous avez nos emails et puis vous recevrez, donc si vous souhaitez nous contacter, et puis vous recevrez grâce aux bons soins d'Ejdi et de Sylvain du Bureau national, vous recevrez le PowerPoint de cette présentation. Merci, bonne fin d'après-midi. Merci.
avec notamment la rubrique enseignée avec le numérique, je suppose. Voilà, en fait, il y a une Alors- rubrique, hein, intelligence artificielle au service de l'éducation. Enregistrement, hein, déjà, est-ce qu'il